pense qu'on va pouvoir commencer. Après, ils suivront en cours de route. Donc, pour les personnes déjà présentes, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à prendre la parole, soit effectivement en levant la main, comme ça on pourra distribuer de manière pertinente, soit en utilisant le chat pour effectivement, si vous avez des questions sur les propos de Rémi, comme ça il pourra directement vous répondre quand on sera sur le sujet. Voilà, s'il n'y a pas de questions ou de remarques au niveau technique, si tout le monde voit bien le chat, on va pouvoir commencer. Si toutefois certains ne se reconnaissent pas dans ce que j'ai dit, mentionnez-le rapidement, comme ça on peut le gérer. Et Rémi, du coup, je vais vous laisser la parole. Merci pour l'introduction. Bonjour à toutes et à tous. N'hésitez pas à m'interrompre à un moment donné si vous pour à la fois me poser des questions évidemment comme l'a précisé Enzo, mais par ailleurs également si ma connexion était un peu défaillante, j'ai pas une grosse connexion et Teams c'est un outil un peu énergivore, du coup pas certain que la connexion soit toujours stable, donc n'hésitez pas à me le faire savoir. Bienvenue dans une conférence où on va essayer d'évoquer des clés pour une transition numérique la plus réussie possible. Évidemment, on va évoquer que quelques pistes de solutions. Vous allez voir, la présentation est un peu dense parce que je vais partir du constat et puis ensuite pour évoquer quelques pistes de solutions. Donc ça va faire une présentation assez dense avec pas mal d'exemples. N'hésitez pas à réagir je vais vous embarquer dans cette histoire. Je suis donc directeur de projet de l'Institut du numérique responsable. J'aurai l'occasion de vous parler à la fin un tout petit peu de ce qu'on y fait. Si vous cherchez Institut du numérique responsable sur Internet, vous allez trouver évidemment des informations sur nous, sur notre objectif, les projets que l'on mène et ce que l'on souhaite apporter au numérique de manière générale. Par ailleurs, et je pense que c'est important de le préciser, je travaille pour l'INR, mais pas que. Je suis également intervenant, vous le voyez, dans au moins 2 écoles, à Paris 1, Panthéon-la Sorbonne, et puis également à Audencia, une école de commerce. Et puis, je suis co-auteur de 2 livres autour du marketing digital. Et c'était important également de le préciser parce que c'est aussi un prisme que j'ai. Et je crois qu'on peut faire un marketing digital responsable. C'est, je pense, quelque chose qui est atteignable. Pas forcément les études dans lesquelles vous êtes actuellement, bien sûr, mais voilà, le marketing il y a aussi un enjeu autour du marketing et évidemment, ne serait-ce qu'aujourd'hui, en étant présent, en ayant répondu favorablement à la présentation, c'est évidemment dans un but de partager, mais c'est aussi pour faire connaître notre action. Ça fait partie aussi d'un marketing. Donc, c'est aussi des choses qui sont importantes et on peut donner du sens évidemment à ce marketing selon les actions qu'on décide de mener. Alors, assez de présentation, je vais vous présenter du coup directement le sujet. Le sujet, il est évidemment autour des notions de parité, parce que le numérique responsable, c'est évidemment une empreinte environnementale, et on va évidemment en parler, je vais y venir juste après, mais le numérique responsable, c'est aussi se poser des questions par rapport à quelque chose de plus global, des enjeux sociaux et des enjeux sociétaux. Donc, aujourd'hui, il y a seulement 25% de femmes dans les métiers du numérique. Il y a également un autre problème, qui est un problème d'inclusion, donc parité, inclusion. Inclusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui 14 millions de Françaises et Français qui se sentent exclus du numérique. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, quand ils sont face à un service numérique, il y a une incapacité, une difficulté à utiliser ces différents services. Donc ça, c'est le deuxième enjeu, parité, le premier, inclusion, le deuxième, troisième, éthique. Alors, notion d'éthique, c'est très large, je vais vous donner quelques exemples après, mais ici, j'illustre ce propos par le fait que depuis la mise en place du RGPD, la Réglementation générale pour la protection des données en 2018, eh bien, il y a plus de 161 000 cas de violation de données personnelles qui ont été rapportées. Et donc, ça montre l'ampleur du sujet, mais voilà, l'éthique, ça va bien au-delà de ce sujet. Mais c'est un exemple pour illustrer
le sujet est assez large. Donc parité, inclusion, éthique, et puis le dernier, du coup, c'est ce sujet, le fait que le numérique a une empreinte environnementale qui est évidemment importante, qui est de l'ordre de 4%. 4%, c'est quelque chose d'assez important, bien sûr. Et il faut trouver un moyen d'y remédier, parce qu'en plus, la problématique, c'est que ce chiffre, évidemment, s'envole peu à peu, à la fois par le matériel que l'on a et par nos usages. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour vous présenter un petit peu les choses, je vais détailler chacun de ces items, hein. On va tout de suite parler de l'empreinte environnementale. Et puis ensuite, on va aborder des pistes de solutions, voir qu'est-ce que vous pouvez en retirer en vous disant, tiens, qu'est-ce qu'on peut éventuellement faire pour agir, qu'est-ce que je peux faire demain en entreprise pour pousser mon entreprise à se transformer. C'est un petit peu le plan qu'on va dérouler. Très rapidement sur l'empreinte environnementale, c'est peut-être le sujet que vous connaissez le mieux, c'est celui qui est sans doute le plus exposé actuellement. Le numérique, donc, c'est à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Alors, on peut le comparer à des pays, c'est bien. Ça montre que ce serait le 5e pays le plus pollueur, après la Chine, les États-Unis, l'Inde, la Russie. Très bien, quand on a dit ça, on a dit un certain nombre de choses et en même temps, pas grand-chose. Et ce que j'aime bien rappeler également, c'est que le numérique, en fait, ça sert à énormément de choses et à énormément de gens. Donc oui, bien sûr, il y a une problématique, oui, bien sûr, il y a une empreinte environnementale, mais aujourd'hui, le numérique a énormément de finalités et sert également à énormément de monde. Il connecte plus de 4 milliards de femmes et d'hommes dans le monde. Si on regarde d'autres facteurs très polluants comme l'avion par exemple, on est très très loin d'un chiffre de 4 milliards d'individus. Donc ça c'est un point quand même qu'il faut prendre en compte avant de mettre au pilori entre guillemets, je dirais, le numérique. Il n'empêche que l'enjeu c'est d'apporter un cadre sur nos usages. Ça c'est un premier point qu'on peut relever. Donc les usages aujourd'hui ont un impact parce qu'ils sont de plus en plus forts, de plus en plus importants, hein. Quand il se passe 1 minute dans le monde, alors les schémas sont un peu petits, hein, mais bon, vous vous représentez bien. Vous pouvez chercher ça, Internet Minute sur Google, et vous allez trouver ces petits schémas. Vous aurez le détail des chiffres comme ça. Mais vous imaginez bien qu'effectivement, entre 2007 et 2020, les usages ont énormément progressé. Regardez, en 1 minute, je prends que Netflix, en 1 minute, en 2017, il y avait 70 000 heures de vidéos regardées en 1 minute sur Netflix. Et en 2020, en 1 minute, il y a l'équivalent de 404 000 heures. Donc vous voyez que ce chiffre, il a fait x4, x5, x6, quasiment x6 entre 2017 et 2020. Et bien évidemment, pour l'ensemble de nos usages, et pour beaucoup de nos usages, je dirais, c'est une multiplication que l'on peut observer. Donc évidemment, tout cela a un impact, parce que ne serait-ce que la vidéo, il n'y a pas que Netflix, hein, bien sûr, il y a d'autres, mais la vidéo est très consommateur de données, donc d'énergie, évidemment. Mais évidemment, il n'y a pas que la vidéo, il y a aussi tous les objets connectés qu'on est en train de créer peu à peu. Donc ça, c'est un aspirateur connecté, hein, qui envoie des données dans le cloud, de manière en fait à ce que lorsque vous avez lorsque vous êtes au bureau ou chez vous, ou ailleurs, en transport, etc., bien, vous pouvez vous assurer que l'aspirateur est bien passé dans le moindre recoin de l'appartement, ou s'il n'est pas bloqué quelque part. Pas certain que ce soit tout à fait utile, cela. L'aspirateur autonome, ça peut être pratique. Qu'il envoie des données dans le cloud, je ne sais pas si c'est vraiment utile. Et je pense que ça, c'est vraiment un enjeu du numérique, c'est se poser la question, quel est l'enjeu, quelle est l'utilité réelle de l'innovation que l'on va proposer. Toujours dans la partie autonome, hein, il y a également les usages des voitures connectées, hein, qui vont absorber un certain nombre des voitures autonomes, pardon, qui risquent d'absorber énormément de données chaque jour, hein, parce que bien, une voiture autonome, comme je le dis souvent, elle n'a rien d'autonome, elle a besoin de communiquer énormément avec la route pour pouvoir du coup se diriger. Donc de fait, on va aller vers des usages très consommateurs de données et donc d'énergie. J'en finis avec les innovations et les usages, et vraiment toujours cette question, se poser la bonne question de est-ce vraiment utile? Ici, c'est la chaussure connectée de Nike. Alors qu'est-ce qu'elle fait, cette chaussure? Elle se lasse toute seule. Il fallait l'inventer, il fallait la proposer. Ils l'ont fait.
utile, utilisable sans doute, utilisé, je ne sais pas, utile, pas tout à fait sûr. Voilà, ça c'était pour les objets connectés. Je finis par un dernier usage parce que c'est celui aussi qui est très en vue, c'est l'email. Alors l'email, la problématique, c'est que souvent vous allez entendre les médias, et en particulier les médias, traiter du sujet de l'email comme ayant une empreinte environnementale très forte. Attention, attention. Il y a plusieurs choses qu'il faut avoir en tête. Déjà, il y a une très très grande part. Alors, est-ce que c'est 70, 80, 60? Bon, en tout cas, il y a une très très grande part de mails qui sont des spams. Donc déjà, vous, votre action en supprimant quelques mails ou en envoyant quelques-uns de moins, c'est pas sûr que ce soit hyper efficace. Parce que, en fait, vu la quantité de spam envoyé, de toute façon, voilà, c'est peut-être pas là qu'il faut commencer à agir. Et par ailleurs, vous voyez que les comparaisons sont nombreuses. Et je vais reprendre cette publication qui est celle de nombreuses infographies qu'on peut retrouver en ligne. Ici, la comparaison en fait d'envoi d'email va essayer de se faire avec des allers-retours à New York. Alors pourquoi pas? Simplement, en fait, ce chiffre qui est un chiffre de l'ADEME, qui est un bon chiffre initialement, hein, mais ce chiffre, ce qu'il faut, c'est surtout le relativiser. Pourquoi? Parce que ce chiffre, il date de 2011, et deux, et vous le voyez sur l'image précédente, en fait, à chaque fois, il y a, vous le voyez ici, cette infographie est plutôt précise finalement, parce qu'elle précise que c'est un email envoyé avec une pièce jointe. C'est un email, en fait, si vous voulez, l'étude en fait qui a réalisé et sur laquelle tout le monde se base aujourd'hui, eh bien cette étude, elle s'appuie sur le fait qu'un email pèserait 1 méga. D'accord? Le cycle de vie qui a été analysé, c'est pour un email qui pèserait 1 mégaoctet. Et 1 mégaoctet, il faut se rendre compte que c'est quelque chose de colossal par rapport à quelques lignes de texte que représentent beaucoup d'emails. D'accord? Quand vous envoyez un email avec seulement des lignes de texte, c'est 50, 60, 80 kilooctets peut-être, mais c'est pas 1 méga. Donc du coup, il faut relativiser cette empreinte et savoir que, effectivement, dans les usages, c'est sans doute pas le mail qui pèse le plus. Et puis, je continue à dérouler. Les usages, c'est bien, mais c'est pas les usages finalement qui sont le plus coûteux pour l'environnement, mais c'est bien l'équipement, le matériel qu'aujourd'hui on change très souvent et dont on s'équipe de plus en plus. Donc c'est surtout sur le matériel en fait qu'il faut agir, allonger la durée de vie de nos équipements, ralentir sur le rythme de consommation et sur le nombre d'objets connectés que l'on peut avoir. Donc notamment sur les téléphones, alors ici c'est une capture d'iPhone, mais enfin il n'y a pas que les iPhones évidemment, c'est tous les téléphones qui sont concernés, parce qu'aujourd'hui des téléphones, eh bien ça pose à la fois des problèmes environnementaux parce que la fabrication demande beaucoup de ressources, mais en plus des problèmes éthiques parce que eh bien souvent en fait les conditions d'extraction des matières rares vont du coup être effectuées souvent par des enfants, dans des mines, dans des pays d'Afrique comme la République démocratique du Congo, pas que, mais entre autres. Donc les conditions en fait de travail sont dramatiques. Et en plus, ça finance des conflits armés. Il y a beaucoup d'articles qui relatent cela. N'hésitez pas à fouiller un petit peu. Donc beaucoup d'enjeux à ce niveau-là, beaucoup d'enjeux du coup au niveau de la fabrication et du recyclage aujourd'hui. On recycle très mal un téléphone, mais également un ordinateur, etc. Un téléphone, à titre d'exemple, on le change tous les 2 ans en moyenne, donc c'est quand même colossal. L'ADEME précise qu'on change notre téléphone aussi dans beaucoup trop souvent des cas, alors qu'il est encore fonctionnel. Ici, toujours via l'ADEME, du coup, vous avez des chiffres qui vous montrent également la courbe dans laquelle on s'inscrit. Plus d'1 milliard de smartphones vendus par an depuis 2013. Hein, donc, vous voyez que c'est quand même un chiffre qui est colossal aussi. Et aujourd'hui, on est capable de recycler 16% de smartphones. Et d'ailleurs, quand on parle de 16% des smartphones recyclés, attention, souvent, malheureusement, le recyclage, ça ressemble encore à ça. Pas que, bien sûr, mais bon, c'est encore des choses qui, évidemment, sont vraies. Et dans le recyclage, en fait, il faut bien avoir en tête que quand on recycle quelque chose, on ne le recycle pas en entier. D'accord? Aujourd'hui, on recycle très peu en fait de choses d'un smartphone. On est capable de recycler une petite partie de la matière. Donc l'enjeu en fait, il est surtout de allonger la durée de vie,
et puis d'acheter reconditionné et de revendre, de donner une seconde vie à son matériel. Ça, c'est un enjeu qui est important. J'en finis sur cette partie environnementale et sur cette partie des équipements pour vous dire que également l'enjeu de demain, c'est les objets connectés. J'ai vu que l'école avait publié des choses là-dessus sur Twitter. Donc votre école a l'air vraiment dans la mouvance et c'est très bien que vous soyez porté par ça. Mais j'ai vu qu'il s'inquiétait également, qu'il y avait une inquiétude par rapport au nombre d'objets connectés qu'il y aura demain. Et effectivement, on est en train de démultiplier le nombre d'objets connectés. Il faut que l'on calme le jeu là par rapport à ça aussi, mais les usages, et les possibilités, les technologies font que malheureusement on avance vers de plus en plus d'objets connectés, et donc la fabrication de l'objet, au-delà de son usage, est un gros problème environnemental. Dernière chose, c'est un lien que je peux vous donner. J'aime beaucoup ce lien. Allez sur submarinecablemap.com. C'est un super site internet où vous allez voir en fait tous les câbles sous-marins qui sont qui relient les continents entre eux et qui vous permettent du coup bien de voir que en fait il n'y a rien, le cloud n'existe pas, hein. J'aime bien dire cela, le cloud n'existe pas. Il y a bien des serveurs physiques qui sont présents sur des continents, et tous ces serveurs sont reliés par des câbles qui traversent les océans, et donc il n'y a rien de nuageux là-dedans, hein. Il n'y a rien de fumeux, c'est bien de l'équipement pur et dur, et évidemment tout cela a un coût pour l'environnement en termes de production et en termes donc d'utilisation. Voilà pour la partie environnementale. Voilà, c'est possible qu'il y ait déjà des choses que vous ayez pu voir. C'est essentiel en fait de voir cette partie-là, évidemment, parce qu'il y a une urgence climatique qui est là. On verra quelques pistes de solutions du coup après ce constat. J'enchaîne avec les autres sujets. Du coup, on a parcouru l'empreinte environnementale. Je vous l'ai dit, un des autres enjeux d'un numérique plus responsable, d'un numérique responsable, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans les métiers du numérique. S'il y a des développeuses et développeurs ici, vous l'avez constaté, c'est que le chiffre que j'ai évoqué de 25% de femmes présentes dans les métiers du numérique, c'est vrai au global. Malheureusement, c'est pas vraiment vrai, je dirais, quand on va dans les équipes techniques de développement. Là, on est sur un chiffre qui est encore plus bas, évidemment, que ces 25%. Donc le constat, en fait, il est vraiment celui-ci, hein. Vous avez régulièrement des articles qui paraissent au sujet du manque de femmes dans les métiers du numérique et de la problématique de stéréotypes encore très ancrés dans nos cultures, à tel point que vous, étudiantes et étudiants, enfin étudiantes en l'occurrence, et que les futures étudiantes ne se tournent pas vers les métiers de la tech, et que malheureusement, du coup, en fait, les dernières études en date montrent qu'on est plutôt dans une phase de stagnation éventuellement, voire une légère baisse du nombre de femmes dans les métiers de la tech par rapport aux années précédentes, donc, ce qui est quand même un petit peu embêtant, et également à noter que c'est à rebours de ce qui se passe en Europe. N'hésitez pas à vous intéresser à cette étude qui s'appelle Gender Scan et qui montre un petit peu la problématique et fait le point sur cela. Alors, on peut essayer de l'expliquer très rapidement. Pas sûr qu'on donne toutes les causes, hein. Je vous en montre juste une ou deux pour vous faire sourire également, mais parce que ça participe à tout cela, hein, bien sûr. Là aussi, c'est du marketing. Et ce marketing, malheureusement, dans les années 80, quand Apple a introduit Apple II, l'un des premiers ordinateurs personnels, voilà l'image qu'on pouvait voir. Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est globalement, comme vous le voyez, à chacun sa pomme, mais évidemment, on aurait aimé voir d'autres images. Aujourd'hui, ce qui perdure toujours aussi, et ce qui renforce finalement cette problématique et du manque de femmes dans les métiers du numérique, c'est qu'on entretient également les stéréotypes, on entretient les clichés sur le geek. Et évidemment, il faut qu'on sorte de ça parce que en fait, ça empêche, je dirais, toutes et tous de s'identifier à ces métiers-là. Et de fait, on vient créer un stéréotype très, très, très marqué qui empêche du coup de créer un cadre plus large dans lequel chacun et chacune peut s'inscrire. Donc, il faut qu'on arrive à sortir de ça. Et vous voyez, cette série, évidemment, elle n'est pas très, très vieille. Donc, il y a encore des choses à changer.
Après, si je fais un petit point sur le marketing pour chercher d'autres causes aussi, enfin, ou d'autres problématiques, je dirais, par rapport à cette problématique de parité, il vous faut agir si vous êtes dans ces métiers-là, et peut-être, ou en tout cas, vous allez être exposé d'une manière ou d'une autre au marketing, et il faudra être vigilant. Potentiellement, il y aura des entrepreneuses et entrepreneurs parmi vous, et donc vous allez avoir à gérer la partie marketing de votre activité, évidemment, en tout cas au début. Et donc, il faudra être vigilant en fait aux mots que vous allez employer et très concrètement aux opérations marketing que vous allez employer. Alors, il y a une journée le 8 mars qui est dédiée aux droits des femmes. C'est la journée internationale des droits des femmes, qui est bien une journée pour essayer d'améliorer, de défendre les droits des femmes. Ici, donc, croisé dans les rues de Vincennes, cette affiche qui date donc du 8 mars 2021. Dans un monde parfait, la journée des femmes n'existerait pas. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que eh bien, la journée des femmes n'existe pas. D'accord? On est bien sur la journée des droits des femmes et ça a toute son importance. Je vous montrerai après. Pourquoi? Parce qu'en fait, les mots ont un sens et parce que les mots ont un sens, eh bien, ça définit l'action qu'on peut faire derrière. Donc, c'est pas la journée internationale de la femme, ça c'était Google en 2019. C'est pas les journées des droits de la femme, ça c'était Google en 2020. Vous voyez, il y a eu un petit progrès. Non, c'est bien la journée internationale des droits des femmes. Merci Google d'y être enfin arrivé. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que vraiment, eh bien, ça guide en fait qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que je peux faire pour défendre les droits des femmes? Est-ce que c'est offrir des roses aux collaboratrices? En quoi ça aide le droit des femmes, enfin les droits des femmes, pardon, en quoi ça aide les droits des femmes? Qu'est-ce que je peux faire vraiment en fait et qui a du lien avec mon action? Ça a beaucoup plus d'intérêt en fait de réfléchir comme ça. Également dans le souci marketing, c'est comment je fais encore une fois pour créer des modèles, parce que là aussi c'est des causes, pour montrer des femmes qui évidemment ont des responsabilités, pour créer des modèles, pour montrer des modèles de réussite au féminin, et changer là aussi les stéréotypes. Ici 2 publications d'école voilà, que j'ai prises. Votre école est là aussi assez sensibilisée. Il n'y a pas grand-chose à reprocher à l'ESEIP là-dessus, et c'est très bien. Il y a vraiment une volonté de créer des modèles de représentation qui s'adressent à toutes et tous. Donc bravo pour cela. Et donc, si je dis cela, ben, vous voyez, je vais vous montrer une conséquence directe, par exemple, du fait qu'il n'y ait que des hommes dans les métiers du numérique. Typiquement, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de pourquoi est-ce que sur votre assistant vocal, si vous en avez un, mais vous avez un téléphone, et donc vous avez un assistant vocal, pourquoi est-ce que votre assistant vocal a la voix d'une femme? J'ai essayé de poser la question à Google. Bon, bah, les réponses ont été un petit peu, vous le voyez, surprenantes, hein. Ce sont mes ingénieurs qui m'ont offert le don de la parole. Bon, très bien. Et donc, je lui demande de mettre la voix par défaut. Et là, parce que j'ai changé la voix entre-temps, parce qu'on peut quand même changer la voix, heureusement. Donc, elle reprend son autre voix. Bon. Donc, bref, tout cela semble un petit peu incohérent. Et ce que je veux me montrer par là, en fait, voilà, c'est que la voix par défaut sur Google Assistant, vous voyez, la réponse, elle se trouve directement quand on pose la question. Et évidemment, c'est un enjeu en fait de bien changer cela parce que ici, on comprend que du coup, eh bien les personnes qui ont pensé l'assistant vocal ont déterminé que ce serait mieux de mettre une voix de femme pour jouer le rôle de l'assistant, donc de l'assistante. Et évidemment que ça entretient des clichés ou des stéréotypes. Bien, Apple en a pleinement conscience, ils ont mis du temps à réagir, ils l'ont enfin fait seulement aux États-Unis, mais enfin ça avance dans le bon sens. Ils viennent donc de retirer la voix féminine par défaut sur Siri pour proposer du coup le choix de la voix que l'on voudrait voir affichée. Voilà, ça c'est des enjeux intéressants et qui fait que quand il y a plus de mixité, ben, en fait on se pose plus de questions par rapport à tout ça au sein des équipes. Voilà pour ce point du coup sur la parité. Je continue avec un troisième enjeu, plutôt autour de l'éthique. Donc on a parlé d'environnement, on a parlé de parité, je parle plutôt d'éthique désormais. Et là l'éthique, bon, ça revêt plein de choses, évidemment, d'éthique, l'inclusion également, on va évoquer les deux dans ces différentes cases. Je vais parler de business model du numérique à travers ces problématiques d'éthique, parce qu'aujourd'hui,
Ce qui est compliqué, c'est que dans les business models du numérique, et vous allez sans doute y être confronté, parce qu'encore une fois, il y aura des entrepreneuses et des entrepreneurs au sein des étudiants qui sont présents et présents ici, et donc vous aurez ces questions à vous poser, j'en suis à peu près sûr. Comment je monte un business model qui est éthique? Et aujourd'hui, avec les plateformes, c'est pas si simple que ça. Ne serait-ce déjà que, bien évidemment, quand on fait encore une fois des opérations marketing, qu'est-ce que je promeus comme type de consommation? Est-ce que c'est une consommation à tout prix et à tout prix, ou est-ce que je repose quelques questions par rapport à ça? On verra les pistes de solutions après. De la même façon, en fait, qu'il y a les opérations marketing, mais il y a également en fait tout son business model. Est-ce que je suis, est-ce que livrer en 2 heures est quelque chose qui est essentiel pour mon business model? Est-ce que la livraison avant 22 heures est essentielle? Est-ce que je dois proposer la livraison le dimanche, etc., etc. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, si des commerçants proposent la livraison en 3 ou 5 jours, c'est parce qu'en fait, les cadences qui sont imposées aux personnes qui travaillent pour vous livrer en moins de 2 heures ou en moins de X, enfin bref, vous l'avez compris, en fait, ça impose des cadences infernales à toutes les personnes qui sont dans la chaîne pour répondre à une commande à un instant T et pouvoir la livrer quelques heures plus tard. Donc, c'est ça en fait l'enjeu, c'est de bien comprendre que c'est pas sans conséquence en fait derrière, et qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas, et que derrière ces livraisons express, en fait, se cachent malheureusement des modèles économiques qui font pâtir un certain nombre de femmes et d'hommes. Et d'ailleurs également, dans ces modèles économiques où la livraison est de plus en plus pressée, eh bien évidemment qu'en fait on va rejoindre le modèle d'uberisation. Le modèle d'uberisation, notamment, c'est très courant chez les livreuses et livreurs. Vous avez des personnes du coup qui sont donc des livreurs qui sont indépendants. Donc vous avez énormément d'entreprises qui fonctionnent comme ça, avec des livreurs indépendants qui vont livrer les colis et qui sont soumis du coup à des rythmes de travail et des cadences complètement infernales. Je vous invite vraiment à voir ce film de Ken Loach qui s'appelle Sorry We Missed You. Ce film, il est vraiment génial. Il est très triste évidemment, mais il explique très bien cette situation et dans quelle situation en fait, eh bien, on met énormément de personnes par le système que l'on a créé autour de ces plateformes et donc par ce système d'uberisation qui n'est pas gagnant pour les personnes qui sont en bout de chaîne. Donc très intéressant, vraiment je vous le conseille. Et donc toujours dans cette logique d'uberisation, évidemment vous avez beaucoup d'entreprises qui se jettent là-dedans et donc qui proposent des systèmes de livraison de beaucoup de choses, que ce soit à manger ou des colis X ou Y, et qui vont donc faire travailler des travailleurs indépendants, non pas des salariés, et qui vont leur imposer du coup des cadences de travail infernales, notamment par le biais des algorithmes. Là aussi, je vous invite à lire potentiellement cet article pour retrouver les liens. Vous tapez le nom de l'article quelque part, et puis vous allez le trouver évidemment, et vous trouverez l'entreprise qui est derrière ce type de pratique. C'est pas la seule, il y en a bien d'autres. Là aussi, si vous voulez vous documenter sur le sujet, je ne peux que vous inviter à regarder cette superbe série de documentaires à propos de ces travailleurs. Ça s'appelle Invisible, c'est disponible sur France TV /. N'hésitez pas, c'est très très pertinent. Il y a 4 épisodes de 20 minutes et vous allez comprendre énormément de choses et être sensibilisé à énormément de choses. Allez, avant d'aborder les pistes de solutions, oui, c'est vraiment dense, mais j'ai envie de vous dire beaucoup de choses parce que le sujet est vraiment très vaste et qu'encore une fois, on ne peut pas parler que d'empreinte environnementale. Les sujets sont tous liés. Si on résout une partie du problème, c'est-à-dire que si on résout le problème de la parité, on va déjà créer un numérique qui sera meilleur. Si on repose cela sur des business models qui sont éthiques, on va créer un système meilleur et donc moins énergivore, j'en suis tout à fait sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut parler de tous ces sujets. Et parler évidemment donc des GAFA, des GAFAM, de ces Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Alors c'est quoi le problème? Moi j'aime bien résumer le problème de la façon suivante. Vous prenez ce tweet, une personne qui est très sarcastique sur Twitter,
Et son tweet est assez drôle, je trouve. Je vous le lis du coup, vous pouvez le lire en même temps évidemment. Je ne vois pas en quoi une entreprise qui contrôle la majorité de la recherche, la pub, l'email, le navigateur, le téléphone, les tablettes, les cartes, le guidage GPS, les stats et qui met des micros connectés chez vous, pourrait un jour être un problème. Je pense que vous avez reconnu l'acteur, évidemment, duquel ce tweet parle. Et bien évidemment, donc c'est évidemment c'est une évidence quand on le lit qu'il y a quelque chose qui cloche un petit peu. Donc, le problème, c'est la concentration, évidemment, donc la concentration des services, hein, et cette concentration, en fait, elle est visible à tous les étages. Là aussi, j'aime bien montrer ce schéma parce que ce schéma, il montre bien comment la concentration, elle s'effectue par des acteurs qui cannibalisent et qui viennent acheter des services et avoir du coup en leurs mains énormément de données. Des rachats connus, vous les connaissez. Vous savez que Facebook, Instagram et WhatsApp, c'est la même chose. Vous savez peut-être moins que LinkedIn appartient à Microsoft parce que c'est un petit peu plus discret comme rachat et comme opération. Mais on a bien une concentration de données également très forte pour Microsoft. On ne parle pas d'Amazon ici, mais Amazon, c'est Twitch, par exemple. Hein, donc là aussi, c'est une concentration de données. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, oui, si, vous pouvez quand même observer le placement très lumineux de Yahoo sur la plateforme Tumblr. Je ne sais même pas si vous connaissez Tumblr. De toute façon, ce n'est pas une plateforme qui a bien tourné. Mais il y a un moment donné, effectivement, il y avait un peu d'espoir que Tumblr devienne quelque chose. Voilà pour les problématiques, voilà pour finalement tout ce que j'allais vous exposer avant de trouver quelques pistes de solutions. Peut-être juste pour du coup vous permettre de souffler un tout petit peu, je vous passe ce petit schéma qui montre bien aussi la problématique de la concentration des services dans les mains d'une seule entreprise. Ce petit schéma, la vidéo, j'espère que vous la voyez. Ce petit schéma, du coup, cette petite vidéo, du coup, elle vous montre l'évolution en fait des parts de marché des navigateurs sur Internet, avec des navigateurs que vous n'avez sans doute pas connus, comme un Netscape Navigator, Internet Explorer, qui a été longtemps l'ancêtre de Edge, qui a très longtemps été du coup l'un des navigateurs les plus plébiscités. Vous voyez que là, on est seulement en 2004, mais Internet Explorer était un des grands navigateurs qui avait quasiment l'hégémonie sur le secteur d'activité. Et puis, Firefox est arrivé, prenant une place de plus en plus importante. Mais en fait, ils ont été coupés dans leur élan par l'arrivée, vous le voyez, de Chrome. Et Chrome va prendre toute la place. La vidéo a du mal à défiler, tellement Chrome prend de la place. Et aujourd'hui, on est à 70, à peu près 70% de part de marché pour Chrome. Internet Explorer n'existe plus, c'est Edge qui l'a remplacé. Je crois que le schéma s'arrête en 2018, il me semble, 2019, je ne sais plus exactement. Voilà. Voilà, c'était pour vous permettre de souffler. Et puis c'était un petit moment d'histoire également par rapport à Internet, mais vous le voyez, Google prend énormément de place. On évoque quelques pistes de solutions ensemble. Évidemment, la solution, c'est un numérique plus responsable, c'est d'accorder, de donner un cadre au numérique, et ce qui permettra du coup de favoriser donc vraiment le numérique responsable. Ça permet vraiment de donner du coup un cadre, un cadre numérique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Un numérique responsable, donc ce sera un numérique qui va faire du Green IT, donc qui va essayer de rendre la technologie plus verte, qui va faire de l'IT for Green, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de mettre la technologie au service d'un monde plus vert, donc c'est-à-dire de faire en sorte que l'IT, du coup, permette de réduire l'empreinte environnementale globale de l'humanité. De l'IT for Human et de Human for IT, donc c'est-à-dire que c'est un numérique qui
va travailler pour des femmes et des hommes, donc se mettre au service de femmes et des hommes, et également qui va être fait par des femmes et des hommes. Pour cela, on résume souvent dans le triptyque People, Planet, Profit en disant qu'on veut un numérique qui soit soutenable pour la planète et profitable à toutes et tous, dans le souci bien d'avoir un système économique le plus vertueux possible. Alors, les pistes de solutions, du coup, parce que quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Donc, si on essaye de mettre des choses un petit peu plus précises. Moi, j'aime bien présenter les choses de la manière suivante en disant faire moins, c'est sexy. Donc, faire moins, c'est sexy. Donc, faire moins, avoir moins. Donc, avoir moins d'équipements. Essayer donc encore une fois de prolonger la durée de vie de ces équipements, d'en prendre soin, de mettre une coque, de vider régulièrement les données de son ordinateur pour éviter de trop accumuler de choses dessus et faire en sorte qu'il tourne toujours bien, éviter de brancher des clés USB tout le temps dessus pour éviter de mettre des virus, etc. etc. Donc prendre soin de ces équipements. Faire en sorte du coup également de réduire un petit peu ces usages ou de ces usages, en tout cas de les contrôler. Peut-être que je ne suis pas obligé de mettre une vidéo sur un grand écran pour juste écouter de la musique. C'est peut-être pas forcément le plus judicieux, on va dire. Également, du coup, bien, j'essaye d'avoir de manière générale des usages qui se raisonnent. Ça, c'est aussi du coup la piste de solution. Des outils pour arriver à cela. Donc, typiquement, je peux essayer de mesurer un petit peu l'empreinte, excusez-moi, l'empreinte des sites internet. Donc, il y a des outils en ligne qui existent, qui montrent un petit peu quels sites sont les plus ou moins énergivores. Donc, ça, c'est un point intéressant pour se faire une petite idée des choses. Évidemment, quand on les conçoit, c'est aussi également quelque chose d'intéressant. On a fait sur le site de l'INR, donc je vous invite à aller sur institutnr.org et vous verrez dans nos ressources, on a des outils, une liste d'outils, une page qui vous montre tous ces outils et qui vous permettent du coup de les utiliser potentiellement. Si vous avez l'envie de tester des petites choses sur différents sites, de vous apercevoir par exemple que le site de l'AS Saint-Étienne, alors vous n'êtes pas proche de Saint-Étienne, mais le site de l'AS Saint-Étienne, par exemple, c'est une catastrophe environnementale, entre guillemets, hein, bon, toute proportion gardée, mais en tout cas, c'est un site qui met énormément de temps à se charger, qui pèse très très lourd. Vous voyez, une page qui pèse 17 mégas, c'est complètement hallucinant. Donc ça fait énormément de données à charger à chaque fois. Donc c'est une catastrophe environnementale, mais surtout en plus c'est aussi une catastrophe parce que bien, si vous avez une connexion qui est relativement faible, vous aurez du mal à accéder au site. Donc il y a un problème d'inclusion. Et ça c'est un enjeu évidemment très important. C'est comment je fais pour faire des sites légers qui permettent à toutes et tous de s'y connecter. D'autres pistes de solutions aussi, c'est bien évidemment d'engager les entreprises, hein, c'est ce que cherche à faire l'INR, c'est comment les entreprises peuvent proposer des services qui soient plus contraints pour les utilisateurs et donc finalement qui va permettre de réduire un petit peu l'empreinte environnementale. Je trouvais que ce qu'a fait Google n'était pas inintéressant, hein, malgré tout, dans cette optique d'arrêter en fait le stockage illimité de photos de manière gratuite. C'est une chose qui est intéressante pour réduire la taille des données stockées par Google. Alors bien sûr qu'il y a un enjeu économique pour eux derrière, hein, évidemment, mais voilà, c'est environnementalement parlant, c'est intéressant. D'autres choses également, vous avez des hébergeurs donc, qui fournissent des serveurs pour héberger des sites internet, qui ont une démarche green, donc n'hésitez pas à regarder ce qu'ils font. Typiquement Infomaniac, c'est des Suisses, ils ont une offre étudiante d'ailleurs qui vous permet de bénéficier d'un site gratuitement. N'hésitez pas à regarder ce qu'ils font, ils ont une démarche verte depuis des dizaines d'années. N'hésitez pas, infomaniac.com, c'est une démarche qui est très intéressante et ils expliquent aussi ce qu'ils font. Dernière chose également, si vous avez envie, alors il y a un coût évidemment associé, mais il y a une idée de longévité évidemment derrière. C'est le Fairphone. Fairphone, c'est un téléphone qui est 100% réparable, donc chaque pièce peut être réparée facilement, changée facilement si elle est défaillante. Et puis surtout, c'est un téléphone qui essaye de tracer l'ensemble de sa chaîne de production pour bien essayer de faire en sorte que bien il n'y ait pas de problématique par rapport à ça, c'est-à-dire que faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème éthique lié à cette construction.
Voilà pour le premier point. Donc faire moins, faire mieux, faire plus vert également. Plus vert, donc le green is sexy, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a de plus en plus d'études qui paraissent évidemment sur l'empreinte environnementale globale, et pas seulement numérique, des entreprises. Donc quand il y a des classements qui sortent, c'est mieux d'être en haut. Donc pour l'image de l'entreprise, c'est important. Si on n'est pas convaincu finalement, c'est au moins pour l'image de l'entreprise. Bon, il y a des entreprises qui sont convaincues. Si vous avez envie de voir des entreprises inspirantes, Patagonia est évidemment une entreprise inspirante à ce niveau-là. Donc, regardez ce que fait Patagonia. Et puis après, il y a des entreprises qui tentent de se transformer parce qu'elles ont bien compris qu'il y avait un enjeu à le faire, à la fois pour la planète, mais également en termes d'image. Donc, les deux, dans tous les cas, se complètent plutôt bien, donc tant mieux. Et donc, on voit de plus en plus de business models qui viennent se mettre autour de cela. Pour combattre, par exemple, le Black Friday également, on voit que des entreprises se mobilisent pour essayer de changer un petit peu la donne et viennent créer d'autres mouvements pour du coup essayer de contrecarrer ce grand mouvement de consommation. Évidemment, vous avez des étudiantes et des étudiants qui portent ces messages. Si vous ne l'avez pas fait, je ne peux que vous encourager à aller signer le manifeste de Pour un réveil écologique. N'hésitez pas à aller voir ce que c'est. J'imagine que certaines et certains d'entre vous doivent connaître. C'est un manifeste. Voilà. Globalement, le message, c'est nous ne travaillerons pas, nous étudiantes, étudiants, futurs travailleurs de demain, nous ne travaillerons pas pour les entreprises qui ne prendront pas en compte l'urgence climatique comme un enjeu, on va dire, stratégique de demain dans leur business model. Donc ça, c'est le message que je veux faire passer pour un réveil écologique. Il y a 30 000 étudiants qui ont signé ce manifeste. Puis également, je vous enjoins, alors c'est les métiers de la com, donc c'est sans doute moins les métiers auxquels vous aurez à faire, mais si ça vous intéresse, il y a un événement pour lequel l'INR est partenaire, qui s'appelle Reboot, qui a lieu le 30 septembre et 1er octobre, 2 jours dédiés à la communication responsable pour permettre de sensibiliser les étudiantes et les étudiants à ce sujet. Dernière chose également, j'aime beaucoup cette phrase de Frédéric Bardot, l'entreprise Simplon. Si vous ne connaissez pas Simplon, regardez ce qu'ils font parce que c'est extrêmement intéressant. 2, c'est une entreprise qui embauche beaucoup, qui est extrêmement dynamique. Donc potentiellement, vous pouvez y trouver peut-être des choses. Voilà, sa phrase, j'aime beaucoup cette phrase. Si vous cherchez des idées d'entrepreneuriat, les objectifs de développement durable de l'ONU sont un bon départ. Donc, si vous êtes dans cette optique, et j'imagine qu'il y en a d'entre vous qui ont envie d'entreprendre, voilà un bon point de départ que suggère Frédéric Bardot. Je vous invite à y répondre. Autre clé, l'éthique. Donc l'éthique, c'est plutôt sexy. Alors l'éthique, là aussi, on va l'avoir dans plein de domaines différents. On va parler d'abord sur un point de vue d'inclusion, parce qu'en fait, c'est des sujets qui sont très, très connexes. Donc, rendre ces services accessibles, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Vous avez des référentiels aujourd'hui qui permettent de rendre les sites Internet accessibles, avec du coup un ensemble de bonnes pratiques. J'aurais pu en citer une autre également qui est extrêmement pertinente. Hop, je vous glisse le lien. Je vous glisse le lien par ici. Est-ce que ça va être le bon? Hop, ouais, voilà. Je vous mets le lien là-haut. Voilà, Opquast, c'est une entreprise qui est spécialiste du sujet. N'hésitez pas à regarder ce qu'ils font. Vous voulez, ne serait-ce que pour avoir un œil sur ce que c'est les bonnes pratiques d'accessibilité numérique. Vous tapez checklist Opquast et checklist Opquast accessibilité, vous allez tomber sur ce lien. C'est super intéressant. Également, l'accessibilité, en fait, ça peut être tout simple. Si vous êtes amené aussi à faire des publications sur les réseaux sociaux, sachez que vous avez des options qui vous permettent de rendre vos images plus accessibles, et notamment en fait en ajoutant des descriptions. Donc, ajouter des descriptions à une image, ça fait quoi? Ça fait que des personnes qui ont des difficultés à voir, qui ont des déficiences visuelles, eh bien, elles vont avoir une description audio de l'image. Donc, n'hésitez pas à le faire. C'est des options qui sont possibles sur les réseaux sociaux.
Je continue à avancer. Là aussi, vous allez trouver ça dans la liste des outils qu'on a mis en ligne sur le site de l'INR. Comprendre en fait en quoi du coup, enfin quelles sont les formes de situations de handicap qu'on peut avoir, quelles sont les formes de handicap qu'on peut avoir, et qui fait qu'on peut avoir du mal à utiliser un site internet ou un autre. Ça c'est top, c'est un site qui s'appelle atalent.fr et vous avez des simulations en fait pour vous apprendre, pour vous sensibiliser au sujet et vous montrer du coup, voilà, simuler des formes de handicap et ça vous permet de mieux vous imprégner du sujet, de mieux le comprendre. Voilà, n'hésitez pas, en tout cas, sur le site de l'INR, il y a un certain nombre de livrables à disposition. Je continue et on va bientôt toucher à la fin de mes différentes slides que je voulais vous présenter. Sur la partie transparence, juste pour vous dire que ah ouais, il y a un enjeu demain à ce que vous fassiez un business model transparent si vous allez travailler, si vous créez une entreprise, parce que voilà, aujourd'hui, le numérique a cette force de proposer. Alors vous avez des mesureurs de partout, mais il y en a un qui est très connu, qui est Yuka. Et Yuka, en fait, il engage vraiment parce que en fait, Yuka engage vraiment. Il permet en fait d'engager les marques vers une démarche plus responsable de manière générale. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Et moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est que quand on est une marque transparente, après, en fait, on peut faire de la publicité. Et là, vous le reconnaissez, une petite pub sur Facebook, où on peut dire, allez-y, scannez vous-même, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais pas non plus complètement vous assommer. Je vais juste passer une ou deux petites slides. La parité, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel dans le numérique. Donc voilà, on n'a pas encore toutes les solutions. J'en évoque trois avec vous. Une première qui est pour vous dire qu'il n'y a pas de politique ici, évidemment, mais c'est une phrase de Marlène Schiappa que je trouve plutôt intéressante. If you don't do equality because it's fair, then do it because it's profitable. Donc en fait, ça rejoint un petit peu ce que j'ai pu dire auparavant, c'est-à-dire que finalement, même s'il n'y a pas de conviction complète, en fait, faites-le au moins parce qu'en fait, c'est profitable à l'organisation et de réfléchir en mixité, bien, c'est beaucoup plus profitable que de réfléchir juste entre hommes, parce que malheureusement, c'est surtout ça le problème aujourd'hui. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, allez sur notre site internet, vous verrez qu'on a fait un listing des mouvements qui s'engagent pour qu'il y ait plus de femmes dans les métiers du numérique. Et puis également, si vous voulez continuer à approfondir le sujet, j'ai fait un article sur l'écriture inclusive. Donc l'écriture inclusive, ça déclenche toujours un certain nombre de choses, mais c'est aussi un sujet intéressant parce que je crois qu'il y a vraiment des choses à faire pour trouver des formes d'écriture qui incluent toutes et tous. Voilà, et puis la dernière chose que je voudrais ajouter sur les pistes de solutions, c'est de vous dire, ne vous faites pas attraper quand vous allez être en entreprise, ne vous faites pas avoir en fait par cette obligation en fait d'être toujours dans le plus vite, toujours plus d'emails, toujours plus d'échanges. Non, il faut apprendre à contrôler ça, il faut qu'on apprenne à contrôler ça. Déjà, doser nos réponses et nous répondre à tous. Ça, ce sera un premier enjeu quand vous allez être en entreprise. Et le deuxième enjeu, c'est également, et là, c'est pas que en entreprise, c'est de regarder également à quel point vous avez des notifications sur vos ordinateurs, sur vos smartphones. Vous avez des notifications partout. Donc, comment est-ce qu'on fait pour les réduire? Il y a des modes ne pas déranger sur ces téléphones. Utilisons-les, ça fait du bien réellement. Je vous ai promis du coup une dernière chose avant de se quitter, c'est de parler un tout petit peu de l'INR. Du coup, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est à l'INR, on cherche à engager les entreprises, à engager les organisations. Les organisations, on les engage de différentes façons. On leur propose une charte. Donc, vous pourrez aller sur notre site internet. Il y a une charte qui explique en quelques points, qui dit, bien voilà, vous pouvez tout à fait vous investir. Vous pouvez essayer de commencer à mettre le pied dans le numérique responsable en signant cette charte. Voilà, c'est vraiment le point zéro d'entrée. Et puis ensuite, on a un deuxième niveau qui est un label. Et là, la labellisation, c'est quelque chose de plus fort. Mais c'est des points qui sont importants. C'est de faire en sorte que les entreprises rentrent dans des démarches où elles vont structurer peu à peu leur envie de se mettre au numérique responsable. Et puis évidemment,
on a des adhérents, c'est aussi un moyen de les entraîner avec du coup un effet réseau, hein, évidemment, et les APE fait partie des adhérents de l'INR. Donc merci à l'école d'être présente et évidemment on essaye de faire travailler les écoles ensemble sur les différents sujets. Maintenant, si on parle de vous, comment vous vous engagez ou comment engager les collaboratrices et collaborateurs de l'entreprise, eh bien, vous avez un MOOC que l'on a produit à propos du numérique responsable qui est sorti en 2020. Vous avez un MOOC d'une demi-heure et un MOOC de 4h30 sur le sujet. N'hésitez pas, c'est disponible sur academy-nr.org et là vous aurez du coup une autre vue également en fait de moi ce que je vous ai exposé aujourd'hui. C'est complémentaire, c'est différent, mais en tout cas c'est intéressant aussi. Je m'arrête là et place aux questions s'il y en a, évidemment. Merci de votre écoute. Un grand merci Rémi pour ta présentation qui était vraiment très complète, qui a suscité, je pense, pas mal d'intérêt auprès de chaque étudiant présent et chaque participant surtout. Du coup, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. C'est le moment. Je pense qu'il y a pas mal de points qui ont été évoqués, donc allez-y, je vous en prie. Personnellement, moi, j'en avais quelques-unes, notamment qu'on avait pu préparer pour l'occasion. C'était notamment sur le fait de cette parité entre les hommes et les femmes, notamment dans le numérique. Quels seront tes conseils justement pour inciter des jeunes femmes à se tourner vers ces métiers-là et ne pas avoir peur de cette omniprésence, entre guillemets, des hommes, enfin, cette surtout présence supérieure des hommes? Oui, en fait, il y a toujours les deux faces. C'est-à-dire que la problématique, elle vient à la fois de la part elle vient du côté des hommes et elle vient du côté des femmes. C'est-à-dire que pour les femmes, moi je dirais, c'est surtout oser se sentir complètement légitime parce qu'en tant qu'homme, on n'est pas plus légitime que vous. Donc, en fait, c'est déjà, et ça c'est un point important, et je le vois dans beaucoup d'exemples, c'est qu'il y a ce côté en fait où il n'y a pas les femmes vont moins se sentir légitimes à, alors qu'on n'est pas plus légitime à. Donc ça c'est un point pour les femmes. Et le deuxième point pour les hommes, c'est nous en fait faire plus de place. Être vraiment bienveillant, faire attention à tous les biais sexistes que l'on peut avoir, et on en a énormément parce que de par notre éducation, voilà, et donc on va avoir un certain nombre de biais sexistes, de remarques que l'on peut faire, de blagues que l'on peut faire, et qui fait qu'à un moment donné, on crée un milieu qui est hostile finalement à la présence de femmes et d'hommes, de plus de femmes. Donc ça, c'est un enjeu. Et aussi dans nos biais, du coup, qui sont peut-être pas de l'ordre sexiste, mais qui est vraiment de l'ordre de la considération de l'un et de l'autre. C'est, je disais, savoir faire de la place. Donc c'est savoir écouter. Alors je crois qu'il y a une statistique que j'ai pas en tête. C'est sur le nombre de fois où une femme va être interrompue en fait pendant une présentation ou pendant une réunion. On est sur de l'ordre de 1 à 10, quoi. Si vous voulez, un homme va être interrompu une fois, une femme va être interrompue 10 fois. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais on est sur ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en tant qu'homme, on doit être capable justement de faire attention à cela et de veiller en fait à bien donner la place que chacune mérite pour créer un cadre qui va vraiment être paritaire. Voilà, ça c'est des points en fait que au moins je peux vous donner. C'est cette attitude qu'en tant qu'homme on doit aussi avoir, et qui n'est pas forcément simple, encore une fois par les habitudes qui peuvent avoir été prises, mais qui permettent du coup de créer un monde plus vertueux. Donc la balle elle est dans les deux camps, mais je crois que du côté des hommes on a beaucoup à progresser pour y arriver. Un grand merci pour cette réponse. Ouais, c'est à peu près ce que je pensais. Voilà, j'invite vraiment tout homme présent ici à cette conférence à vraiment faire en sorte justement de casser ces clichés, ces comment dire, préjugés qu'on peut avoir, et de vraiment travailler pour avoir plus de parité dans nos métiers, et à toute jeune fille et jeune femme de ne pas vraiment se freiner et de se lancer pour profiter pleinement. Est-ce que justement, j'invite les participants peut-être à avoir une nouvelle question, si quelqu'un a une question? N'hésitez pas à lever la main ou à partager votre question dans le chat. La parole est à vous.
Vas-y Enzo, je t'en prie. Oui, c'était pour revenir un peu sur ce que tu avais pu dire au début, notamment sur la partie un peu l'aspect recyclage justement des matériaux. Et là-dessus, moi, je trouve que ça fait beaucoup écho à une autre partie qu'on a à l'école, qui est notamment l'économie circulaire. Et justement, est-ce que tu penses que l'économie circulaire et finalement ce numérique responsable sont liés finalement? Alors, je pense que tu l'as quand même bien dit. Mais est-ce que tu le confirmes et est-ce que peut-être tu as du détail à donner aussi là-dessus? Ouais, c'est pas un sujet qui est facile. Alors, on essaie de lancer un groupe de travail à ce sujet à l'INR, mais c'est évident que c'est des choses dans lesquelles on doit rentrer, on doit aller de plus en plus, déjà parce que les ressources en fait s'épuisent. Et donc, si vous ouvrez un petit peu les journaux, vous verrez qu'il y a pas mal d'articles qui relatent le fait que peu à peu les ressources s'épuisent. En ce moment, en plus, la crise sanitaire vient compliquer les choses. Et si vous avez lu également sur les puces pour les automobiles, c'est une catastrophe. On n'arrive pas à fournir les matériaux. Enfin, du coup, il y a une pénurie qui s'installe. Donc, en fait, on a tout intérêt, et même économiquement, on a intérêt en fait à réfléchir, à faire plus circulaire. Donc voilà, donc l'INR s'inscrit pleinement là-dedans et surtout d'abord pour des raisons écologiques, parce que c'est évident que c'est pour cela d'abord aussi qu'on doit économiser l'énergie. Maintenant, c'est pas simple, il y a beaucoup d'acteurs différents, il y a beaucoup d'intérêts différents. Donc il faut faire en sorte que tout le monde, je dirais, se rencontrent. Et puis également, après, qu'on mette, parce que pour que cette économie circulaire elle existe, il faut aussi qu'il y ait une dynamique dans laquelle se mettent les concepteurs de services numériques, qui est également du coup une conception la plus légère possible, on va dire, et la plus légère possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous ne pouvez plus ouvrir telle application, mettre à jour le système d'information sur votre équipement au bout de 3 ans, 4 ans ou 5 ans, ce que sais-je, forcément vous êtes condamné à le changer et lui donner une seconde vie et le faire rentrer dans une certaine circularité, ça devient très compliqué. Donc l'enjeu est là, c'est comment est-ce qu'on conçoit aussi des logiciels qui vont aussi permettre aux équipements de durer le plus longtemps possible. Merci beaucoup pour la réponse, alors, en tout cas. Je vous en prie. Pour faire suite au niveau des questions, il y a une question de Charles qui nous demande, enfin qui te demande justement, qui ne comprend pas le rapport entre la parité, notamment comme vous l'avez pu l'expliquer avec la voix des assistants vocaux, et la transition numérique d'un point de vue environnemental. Est-ce qu'il y a des points en commun, des différences? Ouais, pour moi, en fait, c'est ce que je disais, c'est que tous ces enjeux se rejoignent. C'est-à-dire que, en fait, quand on réfléchit seulement entre hommes ou entre femmes, en fait, on va prendre enfin, finalement, on ne fera pas les meilleurs choix qu'ils soient. Et à mon sens, en fait, c'est la parité qui vient proposer, qui vient permettre de faire des meilleurs choix. Et donc, typiquement, pour faire des choix en numérique, c'est important notamment de se poser la question de est-ce qu'on va faire un service qui sera utile, utilisable et utilisé. Et ça, du coup, c'est un point qui est important, c'est-à-dire que c'est de se dire effectivement, est-ce que finalement ce que je produis vient apporter une valeur ajoutée suffisamment forte pour avoir une raison d'être? Ça, c'est un premier point. Est-ce qu'il est utilisable? Est-ce qu'il est utilisable par toutes et tous de manière équitable, sans créer de biais, etc., etc. Et puis, est-ce qu'il est utilisé? Du coup, ça se vérifie après, mais donc c'est aussi un point important. C'est comme ça aussi qu'il faut réfléchir quand on crée des nouvelles applications, évidemment, tout nouveau service numérique. Et donc, mon point, en fait, c'est de dire, cet exemple, il montre que, à mon sens, si on veut réussir à créer un monde plus juste de manière générale, que ce soit pour les femmes ou les hommes, pour les femmes et les hommes, ou pour la planète, eh bien, il faut qu'on se mette tous ensemble à réfléchir et qu'on arrivera à des solutions plus intelligentes de manière générale. Donc, avec la relation directe
Non, elle n'existe pas. C'est-à-dire que c'est pas une voix de femme ou une voix d'homme ne sera pas plus énergivore ou moins énergivore. Et ça ne va pas changer la nature de la consommation de données de l'application. Mais en tout cas, c'est plus dans le sens où, effectivement, il va falloir qu'on fasse des choix enfin, on fera des choix qui seront meilleurs en étant dans un système paritaire. Est-ce que Charles, ça a pu répondre à ta question ou est-ce que tu veux prendre la parole pour justement accentuer ton point de vue? Vas-y, je t'en prie. Ou répondre dans le chat, si jamais. Ok, Charles. Allez, je vous remercie. Moi, j'avais une dernière question pour ma part. Après, j'espère que d'autres personnes, enfin, si d'autres personnes ont une question, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse échanger aussi. Mais par exemple, en ce moment, on voit beaucoup de pubs un peu trop greenwashing, je veux dire, beaucoup d'écologie, beaucoup on met du vert de partout. Comment se méfier de ce greenwashing? Comment éviter ce greenwashing selon vous? Alors, c'est pas simple parce que aujourd'hui, effectivement, il y a une grosse. Votre question est tout à fait intéressante. Aujourd'hui, il y a un gros. Finalement, plus on se montre vert et plus et finalement meilleur c'est en termes de communication. C'est tout l'enjeu en fait d'un marketing responsable. C'est-à-dire, c'est comment je crée un marketing qui soit donc responsable. C'est en lien pleinement entre ma raison d'être, ce que je fais vraiment, et ma manière de communiquer. Donc se méfier, en fait, je dirais qu'en tant que consommateur, en tout cas, moi, ce que j'aime quand même regarder, c'est le modèle économique. Voilà, typiquement, il y a beaucoup de modèles aujourd'hui. Je pense qu'il faut peut-être le laisser sous forme de questions ouvertes, mais le modèle économique qui consiste à lever constamment des fonds induit un modèle dans lequel on va aller toujours vers un modèle d'hypercroissance. Et est-ce que ce modèle d'hypercroissance, et vraiment je laisse comme une question à laquelle vous avez tout le loisir de réfléchir, mais est-ce que ce modèle d'hypercroissance est compatible finalement avec un monde durable? Voilà, j'ouvre la question et je pense que ça c'est un premier point. Et le deuxième point, du coup, toujours dans cette logique, en fait, oui, vraiment, quel est le modèle économique qui est proposé derrière? Voilà, j'entends, typiquement, je vous ai évoqué le système d'uberisation. Vous avez beaucoup d'entreprises qui se revendiquent enfin, qui se revendiquent, en tout cas, qui sont dans ce système d'uberisation, donc qui font travailler des livreurs indépendants et qui vont du coup user de de tout ce qui est mauvais dans cette uberisation. C'est-à-dire que faire travailler des personnes indépendantes, c'est pas forcément mauvais si on leur donne tout ce qui est lié à l'indépendance, c'est-à-dire le choix des horaires, le choix du montant auquel on veut être payé, le volume horaire qu'on souhaite faire et à minima cela, et surtout la non-subordination également à des ordres, ça c'est aussi un point. Donc si on donne tout ça, bon, pourquoi pas, mais en l'occurrence c'est rarement le cas. Et donc voilà, je pense que quand on regarde ces business models là aussi et qu'on voit de la communication verte, on peut aussi se poser des questions. Donc voilà, puis dernière chose également aussi, souvent quand les promesses, je dirais, on a certaines promesses aussi qui vont pas être directement centrées sur le produit. Alors, typiquement, j'ai vu, je vais pas donner le nom, mais moi j'ai vu une solution de paiement qui se dit vertueuse, une solution de paiement en ligne qui se dit vertueuse. Et qui se dit du coup à impact positif et notamment sur l'environnement. Et en fait, quand on regarde, les promesses, elles ne sont pas directement sur le produit, on ne sait pas comment est fait le produit, on n'a pas tout à fait d'indication sur exactement le respect des données, d'éco-conception, etc. Mais par contre, c'est notamment une solution de paiement qui va vous proposer finalement de faciliter l'arrondi à vos clients, et donc l'arrondi du coup pour permettre une redistribution à des associations. C'est bien, c'est intéressant. Après, est-ce que ça suffit pour faire l'ensemble de son marketing sur ma solution de paiement est à impact positif? Je pose la question là aussi. Voilà. Donc
voilà, quand la promesse elle est un petit peu décentrée par rapport au produit, je trouve que ça pose question. La dernière chose, d'ailleurs, toujours la même chose, parce que j'aime bien parler de ce sujet, d'Ecosia et Lilo, des bons outils, hein, c'est pas la question, mais là aussi, ils se présentent comme des moteurs de recherche. Ils se présentent comme des moteurs de recherche à impact positif. Attention, je vous inviterai à chercher un petit peu la nuance, mais c'est plutôt des métamoteurs. Hein, donc, c'est-à-dire qu'un métamoteur, c'est quoi? C'est un moteur qui loue les services d'un autre moteur de recherche. Et donc, Ecosia, notamment, Ecosia utilise l'algorithme de Bing, et donc utilise le moteur de recherche de Bing, donc le moteur de recherche de Microsoft, pour afficher ses résultats. Donc là aussi, l'idée est intéressante, mais attention, le moteur Ecosia serait le moteur de recherche à impact positif. Non, attention, c'est un moteur de recherche qui utilise en tout cas les services de Microsoft pour afficher ses résultats. Donc il y a une petite nuance à apporter, et j'aime bien la nuance parce que je trouve que c'est ça aussi qui donne du sens aux choses. Super, merci beaucoup pour ta réponse. Du coup, c'était très enrichissant pour ma part. Il y a une question de Tricia notamment. Donc, Tricia, je te laisse poser ta question. Du coup, ce n'était pas vraiment une question, c'était pour rebondir sur la réponse par rapport à Ecosia et tout. Du coup, le conseil que vous donnez de manière générale par rapport au greenwashing ou certaines choses qu'on peut voir sur le net, c'est vraiment de pousser la recherche, approfondir vraiment derrière sur vraiment le fonctionnement, savoir si ça vraiment c'est responsable ou pas. Complètement, regarder un peu entre les lignes, voilà, et apporter encore une fois de la nuance, c'est-à-dire que voilà, Ecosia n'est pas un mauvais service, c'est très intéressant ce qu'ils font, bravo à eux de savoir intelligemment réutiliser l'argent qu'ils peuvent encaisser, mais voilà, je trouve que c'est intéressant en tout cas de l'utiliser aussi en connaissance de cause et d'arriver à comprendre effectivement, tiens, pourquoi? Parce que notamment, ce que j'essaie aussi de vous dire, c'est il y a un moteur de recherche qui s'appelle Quant. Quant, c'est le moteur de recherche français, vous le connaissez peut-être, en tout cas Quant. Cet outil, malheureusement, on sait que les résultats ne sont pas toujours pertinents, on sait qu'il y a pas mal de choses qui sont encore à améliorer, mais aussi, c'est ça en fait, c'est qu'un moteur de recherche, c'est difficile à développer. Et donc, c'est pas juste en un claquement de doigts, et c'est aussi pour montrer que le travail de Quant est un travail extrêmement intéressant d'aller essayer de proposer un moteur de recherche alternatif et qu'ils ne sont pas plus bêtes que Ecosia. Non, c'est juste qu'Ecosia, ils n'ont pas développé leur propre algorithme. Donc, c'est un peu plus facile. Je trouve que ça permet aussi de replacer justement l'ensemble des acteurs et se dire, ouais, le travail de Quant, en fait, c'est justement un travail qui mérite qu'on s'intéresse parce qu'il y a un vrai enjeu à proposer une alternative à Google. D'accord, merci. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question à poser? Oui, si je peux me permettre. Moi, j'ai beaucoup été intrigué par l'Internet en 1 minute. Oui. Et j'ai été intrigué par la quantité d'Internet utilisé pour du YouTube, du Netflix, du Instagram et ce genre de choses. Est-ce que une des solutions écologiques, ça pourrait pas être de réduire tout ça? Est-ce qu'on n'est pas en train de brûler la planète d'une certaine manière? On se dit que ça n'a pas trop d'impact de regarder son petit film Netflix le soir, mais qu'en fait, ça a un impact écologique important et que ce sera peut-être des choses dont on devra se priver à l'avenir. C'est toujours compliqué en fait de se dire où est-ce qu'on met le curseur. Il y a plusieurs raisons à cela. Pour moi, la première raison en fait, c'est que déjà vous pouvez vous dire que si vous allongez la durée de vie de votre smartphone d'1 an, vous allez compenser 10 fois, 20 fois ou 100 fois ce que vous allez consommer en vidéo sur Netflix. Ça, c'est un premier point. Pour dire que l'équipement, c'est quand même quelque chose qui est vraiment dramatique en termes d'empreinte environnementale. La deuxième chose, c'est de se dire également qu'on n'est pas complètement responsable non plus de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les services vidéo ont leur part de responsabilité. Ça, c'est important, c'est que oui, en tant qu'utilisateur, on peut faire des choses. Donc, on peut raisonner un peu l'usage. On peut se dire, tiens, ma vidéo, je ne suis peut-être pas obligé de la regarder dans une définition
complètement hallucinantes, parce qu'en fait, ça sert à rien. Donc, je peux gérer des petites choses, et par tous les petits gestes que chacune et chacun vont faire, on va sans doute, à un moment donné, amener les organisations à changer. Mais donc, c'est bien aux organisations, en fait, de aussi proposer le changement. Donc, nous, notre part de responsabilité, c'est d'essayer de les faire changer, leur dire, attendez, Google, là, il y a une alternative qui s'appelle Qwant, et je l'utilise, en fait, et je commence à l'utiliser beaucoup. Pour toutes mes recherches simples, j'utilise Qwant parce qu'il respecte ma vie privée et que les résultats sont corrects, donc je le fais. Donc méfiez-vous. Pour tout ce qui est vidéo, en fait, finalement, j'utilise un service alternatif, etc., etc. Donc, tous ces petits gestes, en fait, à un moment donné, feront que les entreprises se poseront les questions-là. Et puis, notre rôle en tant qu'association qui travaille pour un numérique plus responsable, c'est juste d'accélérer aussi, de faire accélérer le mouvement. Parce que ces entreprises, en fait, c'est elles aussi qui doivent dire là, vous avez regardé trop de vidéos. Là, en fait, vous n'avez pas besoin de regarder la vidéo dans cette définition-là. Où nous, on va utiliser de l'énergie 100% verte pour faire tourner nos vidéos sur nos serveurs. Et donc déjà, en fait, c'est autant de choses qui vont libérer l'utilisateur en fait, d'une forme de culpabilité sur laquelle on n'est pas tout à fait responsable. Donc voilà, je dirais qu'il y a une ambivalence, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, pour prendre la vieille expression, se mettre la rate au courbouillon, entre guillemets, sur ça, parce qu'on ne peut pas tout résoudre. Par contre, on peut quand même questionner nos usages, se dire, bon, peut-être que je peux faire un petit peu différemment, et que ça va aussi entraîner un certain nombre de réflexions. Et puis, je dirais, ce qui est important aussi, c'est de vous engager, vous aussi, aux côtés d'associations comme la nôtre, il n'y a pas que la nôtre, mais d'associations comme la nôtre, pour pousser les organisations à changer, de vous engager avec des mouvements comme pour un réveil écologique, pour faire bouger les organisations. Mais vraiment, là où il faut insister, c'est réfléchir, c'est dire comment est-ce que je peux faire en sorte que demain, les services qui seront proposés seront des services plus vertueux de manière générale. Et c'est là l'enjeu principal, parce que ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que de toute façon, l'utilisateur, l'utilisatrice ira toujours vers la facilité. Et c'est normal, c'est comme ça. Je veux dire, s'il est plus facile de mettre YouTube en route que d'aller voir une vidéo sur un service français qui respecte la vie privée et qui consomme moins, on ira vers YouTube, comme Google, comme toute autre chose. D'accord ? Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive en fait à faire changer les organisations. Ok, merci pour votre réponse, très complète. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question à poser ? A priori, non. Du coup, je tiens à te remercier, Rémi, pour cette participation et cette conférence très enrichissante et très intéressante. J'espère que vraiment tous les participants ont pris plaisir à t'écouter et comment dire, emmagasiner tous tes conseils et tout ce que tu as pu nous dire. J'en profite du coup aussi pour vous partager, je vais partager un questionnaire de satisfaction dans la conversation. Pour nous aider à nous améliorer, ça serait sympa que vous preniez quelques minutes de votre temps pour y répondre. Ce serait vraiment sympa. Comme ça, on pourra justement peut-être organiser de nouveaux événements comme ça et réinviter Rémi pour de nouvelles conférences, par exemple. Donc, vraiment, merci beaucoup encore, Rémi. Et je te dis peut-être à très bientôt pour une nouvelle conférence. Et merci à tous les participants d'être venus. Merci à toutes et tous. Passez une bonne soirée et à bientôt. Merci.